C'est la première bataille de la Marne, c'est l'épisode célébrissime des taxis de la Marne, idée qui a germé dans ce qui est aujourd'hui une salle où certains d'entre vous étudient et sur laquelle nous avons posé une plaque commémorative en 2014. Certes, l'affaire des taxis de la Marne ne fut pas si décisive, mais ce fut une prodigieuse opération de communication politique qui redonna confiance au pays alors que tout semblait perdu et dont on se souvient encore aujourd'hui, un siècle plus tard. Je tiens tout d'abord à remercier le général Abad, représenté ici par le colonel Félu, gouverneur militaire de Paris, qui nous confie ce drapeau. Je remercie M. Marcellini, le président du Souvenir français, qui, avec Mme Jacouty, notre référente pour la mémoire des 2 guerres mondiales, a organisé et imaginé cette cérémonie. Je remercie aussi tous ceux qui ont participé à un titre ou à un autre et à tous ceux qui assistent aujourd'hui. Et je donne la parole à Mme Jacouty. Je vous remercie. Je vous remercie d'être debout, c'est trop d'honneur. Mais malheureusement, ça empêche les élèves de voir ce qui se passe devant. Donc je vous autorise, comme en classe, à vous asseoir. Voilà. Bien sûr, je remercie l'assistance nombreuse, tous ces messieurs qui représentent, et ces dames qui représentent la mairie, le GMP, le Souvenir français, les associations d'anciens combattants qui viennent effectivement en grand nombre. Mais mon but, après avoir entendu monsieur le proviseur, mon but est surtout de préciser pourquoi nous sommes réunis. D'abord, nous sommes réunis pour nous recueillir à la mémoire de nos grands-pères, de nos arrière-grands-pères, qui ont tant donné, qui ont quelquefois perdu, et aussi de nos grands-mères et arrière-grands-mères qui ont souffert. Souvenez-vous, Jacqueline de Romilly, à propos de la guerre du Péloponnèse, soulignait combien les femmes souffraient aussi de la guerre. Elles souffrent différemment, mais elles souffrent. Donc pensons tout à l'heure à la sonnerie aux morts, nous penserons à tous ces ancêtres. Pardon. Nous sommes aussi là pour honorer un drapeau. Le drapeau, bien sûr, enseigne romaine, puis cocarde, puis aujourd'hui drapeau depuis le XIVe siècle. C'est une marque distinctive, un signe de ralliement, un symbole de valeur partagée, un emblème auquel nous rendrons honneur et respect. Nous sommes aussi là pour nous réjouir de notre magnifique mission d'accompagner les grandissants, car adolescent, venant du latin adolescentes, signifie grandissant. Donc nous sommes là pour faire grandir, non seulement l'esprit, par la diffusion du savoir, ce qui est capital, bien sûr, mais aussi faire grandir par la diffusion des valeurs morales. Et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, et c'est ce qui peut nous rassembler demain. Donc la parole sera aux étudiants, tout de suite après moi. J'appelle ici au micro Louis, Louise, Selma et Jacques, qui vont évoquer, à travers la lecture des mémoires de Gallieni, qui vont évoquer ce que disait tout à l'heure monsieur le proviseur, c'est-à-dire la dimension historique de ce lieu. Je cède la parole d'abord à Louis pour une première lecture qui est centrée dans les mémoires sur le moment où Gallieni va quitter les Invalides pour rejoindre notre maison. Après, les jeunes filles donc, nous traiteront l'installation ici même. « 28 août 1914. Quitter les Invalides. Tout l'après-midi, je suis absorbé aux Invalides par les réceptions, demandes de renseignements, etc. Dès ce moment, je prends la détermination de quitter l'hôtel, dont les issues ne peuvent être suffisamment gardées et surveillées, et de m'installer dans un local plus approprié à mon service et à celui de mon bureau. Beaucoup de gens ne pouvaient encore s'imaginer que nous étions en état de guerre.
et, suivant les errements antérieurs, venait assiéger le cabinet du gouverneur et lui faire perdre un temps précieux. Merci, j'appelle Louise. Ici même, la première nuit passée aux Invalides. Pour la première fois, je couche au lycée Victor Duruy, vaste bâtiment où j'installe mon camp. Pour la première fois, je couche au lycée Victor Duruy, vaste bâtiment où j'installe mon quartier général avec mes nombreux bureaux. Les Invalides étaient trop exigus pour l'importance qu'avaient pris tous mes services depuis le premier jour de la mobilisation. De plus, ils possédaient un trop grand nombre d'issues qu'il était impossible de surveiller et de garder. Je n'oublierai jamais les jours passés aux Invalides du 26 août au 2 septembre, alors que le bruit se répandait dans Paris, que l'ennemi approchait et que la capitale allait être investie. On venait au renseignement, on voulait des laissez-passer, des autorisations de franchir les portes en automobile. Nos bureaux étaient assiégés par une foule inquiète et impatiente. Et cependant, nous avions à nous préoccuper de la situation militaire de plus en plus menaçante. Enfin, aux Invalides, on vivait toujours avec les souvenirs du temps de paix, et je voulais que l'armée de Paris fût organisée comme une armée de campagne, avec son quartier général, ses bureaux d'état-major et ses différents services, toujours prêts à marcher et à se transporter là où la nécessité l'exigeait. C'est d'après ces principes que je fis installer mon quartier général au lycée Victor Duruy, situé à peu de distance des Invalides. Le commandant du quartier général plaça immédiatement des postes et des sentinelles à toutes les issues qu'il était interdit de franchir sans une autorisation spéciale. Les différents bureaux de l'état-major s'établirent dans les salles de classe des premiers et deuxième étages, complètement isolés du public et reliés aussitôt par les fils téléphoniques à tous les quartiers généraux des troupes du camp retranché et même de nos armées du front. Nos officiers étaient tenus de loger au quartier général dans les chambres des étages supérieurs. Ils mangeaient par bordées, dans les popotes organisées comme en campagne. Enfin, les automobiles nécessaires étaient constamment tenues prêtes à partir, emportant nos officiers de livraison vers les points où les appelait leur service. 2 grands garages situés dans les environs renfermaient les voitures de renfort et de rechange, ainsi que les ateliers pour les réparations. J'avoue que j'ai éprouvé un grand soulagement quand je vis, à partir du 2 septembre au soir, mon état-major et mes services installés, ainsi qu'en en guerre, et prêts à être transportés partout où il serait utile. Étudiants en classe préparatoire et nous remercions les professeurs qui les ont libérés et la classe qui est au fond, que vous essayez de voir et de suivre, est une classe terminale donc, de notre lycée. Donc nous avons de grands élèves aujourd'hui. Entre-temps, pour permettre à la division de Trantignan, malgré son état d'épuisement, de prendre à son tour la route de l'Est, de donner l'ordre de réquisitionner tous les taxis auto nécessaires pour le transport de l'infanterie de la division. L'artillerie et la cavalerie devant, naturellement, suivre la route de terre. Cette opération a laissé un souvenir particulièrement vif chez les Parisiens. Les agents de police et les gardes républicains, répandus sur les principales voies de la capitale, arrêtaient les taxis autos, faisaient descendre les voyageurs quels qu'ils fussent, hommes ou femmes, prenaient les numéros des voitures et les dirigeaient sur l'école militaire ou d'autres locaux militaires désignés. Là, ils étaient réunis par groupes de 100 sous les ordres d'un officier ou sous-officier du gouvernement militaire et acheminés sur Gagny et Noisy-le-Sec, où ils devaient charger diverses unités d'infanterie de la division au fur et à mesure de leur débarquement du chemin de fer. C'est ainsi que la division tout entière parvint dans la nuit à Nanteuil-le-Haudouin et d'après mon télégramme du 7 au général en chef, se trouve disponible dès l'aube pour la reprise des opérations. Merci beaucoup. Des extraits des mémoires de Gallieni, donc extrait de la bataille de la Marne. Nous cédons maintenant la parole à Madame Gaude, qui représente la maire du 7e, maire adjointe du 7e arrondissement. Ah oui, madame. Merci. Bonjour à tous. Que dire de plus que ce qui a été dit par ces jeunes avec un moment d'émotion?
Je pense que cette cérémonie aujourd'hui est une continuité des cérémonies du 11 novembre, puisque cet hommage a été rendu à notre dernier combattant, Hubert Germain, dont nous avions eu le plaisir de faire le centenaire à l'Hôtel des Invalides avec Rachida Dati. Donc je pense que pour vous, monsieur le proviseur, et vous tous, les professeurs, c'est un immense honneur d'avoir ce drapeau qui va être remis chez vous, qui sera honoré par vos élèves et par le personnel de l'établissement. La parole revient maintenant à M. Barcellini, donc président du Souvenir français, à qui nous devons justement l'honneur de garder ce drapeau. Vous verrez tout à l'heure, c'est un drapeau magnifique qui sent son ancienneté, on sent qu'il a vécu, et nous aimons les choses qui ont vécu comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe là? À vous, M. Serge Barcellini, le Souvenir français. Merci beaucoup, madame. Permettez-moi de resaluer l'ensemble des autorités ici présentes. Mesdames et messieurs, merci pour votre présence. Merci aux porte-drapeaux d'être ici. Merci aux enseignants, merci monsieur le proviseur. Et puis, merci aux élèves. Merci aux élèves et c'est un peu vers eux que je vais me tourner aujourd'hui. Alors, oui, quelle drôle d'idée d'aller remettre un drapeau d'une association, pas tout à fait d'anciens combattants, puisque c'était le drapeau des croix de guerre du comité du gouverneur militaire de Paris, mais mon successeur, celui qui parlera, le président de l'association des croix de guerre, vous expliquera un peu l'histoire de ce drapeau. Mais quelle drôle d'idée d'aller mettre ce drapeau ici, dans ce lycée. Bien évidemment, oui, votre lycée est fondamentalement un lieu de mémoire, un lieu d'histoire. Merci, monsieur le proviseur, de l'avoir rappelé. Merci, madame, de l'avoir rappelé. Et je voulais simplement vous dire quelques idées simples. D'abord, sur l'idée de ce drapeau tricolore. Lorsque l'on remet, et je ne vous cache pas que nous en avons déjà remis 170 dans les lycées et collèges français, ces drapeaux, lorsqu'on remet un drapeau tricolore, c'est d'abord pour rappeler que ces drapeaux ont fondamentalement une histoire. Ils sont notre histoire partagée. Alors, ici, je voulais vous rappeler simplement quelques dates. Nous sommes dans un grand lycée, parlons de dates historiques. 15 février 1794, la Convention fait sien ce drapeau tricolore. 15 février 1794, toute une histoire, on raconte que c'est le peintre David qui l'aurait dessiné, c'est sans doute faux, puisque dès 1789, il y avait déjà des cocardes, vous l'avez dit madame tout à l'heure, pour rappeler l'histoire des drapeaux. Mais ce qui m'intéresse, et vous allez voir pourquoi j'y reviens, 15 février 1794, la Convention fait sien le drapeau tricolore. Mais il y a une autre date dont il faut se souvenir, c'est 11 jours avant, 4 février 1794, la Convention vote l'abolition de l'esclavage. Je vais y revenir. Et puis, le drapeau tricolore fonctionne, et puis en 1848, grand débat qui s'ouvre de nouveau pour savoir si l'on conserve le drapeau tricolore. Et le 25 février 1848, Lamartine fait un discours extraordinaire pour dire on maintient le drapeau tricolore. Il a des phrases extraordinaires. La France, c'est la seule chose que je vais vous lire. La France et le drapeau tricolore, c'est une même pensée, un même prestige, une même terreur aux besoins pour nos ennemis. Le drapeau tricolore s'impose de nouveau le 25 février 1848. Mais là aussi, je vais vous rappeler une autre date. 4 mars 1848, quelques jours avant, ou quelques jours après, excusez-moi, 8 jours après, Schœlcher est nommé par le gouvernement pour abolir définitivement l'esclavage. Et ce que je veux vous dire, c'est que ce drapeau, c'est le drapeau de la liberté. Le drapeau national de la France, aucun pays ne peut plus enraciner notre drapeau que ce que peut faire la France avec le drapeau de la liberté. Et vous, monsieur le proviseur, vous avez rappelé, vous, madame Gallieni, allez, je vous rappelle l'autre plaque qui est sur votre mur, Sostène Mortenol. Vous voyez pourquoi je suis parti de vous expliquer cela. Sostène Mortenol, fils d'esclave,
polytechnicien, qui ici, sous les ordres de Gallieni, va mettre en place la défense aérienne de Paris. Voilà comment ce drapeau se raccroche à vous. Voilà comment ce drapeau, avec son histoire nationale, est totalement enraciné dans votre lycée. C'est ce que je voulais vous dire. Il n'y a pas un hasard. Nous n'avons pas un hasard en vous apportant ce drapeau. Nous pensons qu'il y a là une volonté de partager cette histoire, ce qui fait la richesse de la France. Et cette histoire, vous l'avez compris aussi, lorsqu'on a créé le drapeau tricolore qui est allé sur les champs de bataille français, ce drapeau tricolore est très vite devenu le drapeau régimentaire. Vous le savez, allez aux Invalides, les drapeaux régimentaires, lorsque une armée est battue, rappelez-vous 1940, on brûle les drapeaux pour que l'ennemi ne les prenne pas. Et les drapeaux régimentaires, lorsqu'on prend celui de l'ennemi, il est dans l'église des soldats aux Invalides. C'est toute une histoire, le drapeau régimentaire. Et nos associations d'anciens combattants, c'est là que j'arrive sur votre drapeau. Nos associations d'anciens combattants, à partir de 1871, 1872, j'ai volontairement, je vous prends tous pour des historiens, donc volontairement je vous parle d'histoire. Nos associations d'anciens combattants, qu'on appelle à l'époque des associations de vétérans, se créent des drapeaux. Et c'est l'exemplarité française qui va se produire. Aucun pays n'a plus que nous de drapeaux associatifs. Vous les avez ici. Aucun pays n'a plus que la France de drapeaux associatifs. C'est une véritable exemplarité française que le drapeau associatif devant les monuments morts. Il est la France, ce drapeau associatif, avec le drapeau régimentaire, avec le drapeau de la nation. Mais ces drapeaux associatifs, ils vivent ce que vivent les associations. Or, nos associations d'anciens combattants, elles sont généralement, pas toutes, elles sont générationnelles. Ce qui veut dire que nos associations sont liées au conflit de ceux qui vont porter le drapeau. 14-18, 39-45, les prisonniers de guerre, les déportés, les résistants, mais aussi les anciens combattants d'Indochine ou d'Algérie, voire les OPEX. Et nos drapeaux vivent le temps de la génération. Et nous nous sommes aperçus au Souvenir français que de nombreux drapeaux étaient en disparition. Et oserais-je vous dire en souffrance. Je parle bien là de souffrance du drapeau. Nous nous sommes aperçus qu'un grand nombre de drapeaux finissaient mal. Finissaient mal et je peux vous dire que ce drapeau, nous l'avons retrouvé pour acheter sur eBay. Pour vous dire à quel point un certain nombre de nos drapeaux finissent mal. Dans les vitroniers, sur la toile. Et nous pensons que c'est une vaste faute mémorielle que de voir disparaître un drapeau. Parce que ces drapeaux, ils sont notre histoire, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, mais ils sont aussi l'histoire des anciens combattants qui les ont formidablement aimés et portés, et qui ont porté pendant 100 ans, puisque nous avons commémoré le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale il y a peu, qui ont porté cette mémoire patriotique de la France. Alors, en mettant ce drapeau ici, en déposant ce drapeau ici, dans ce lycée, nous avons la volonté, l'ardente volonté de lui donner une seconde vie. Vous avez remarqué que je n'ai pas dit deuxième vie. J'ai dit seconde vie parce que nous pensons que ce drapeau ici, vous allez, les générations de lycéens, de votre lycée, monsieur le proviseur, les générations qui vont se succéder vont donner à ce drapeau cette vie qu'il mérite. Cette vie qu'il mérite en suivant l'histoire de ceux qui l'ont créé et qui l'ont porté. Merci à vous.